Hier, il y a une entreprise qui a annoncé quand même le meilleur trimestre de toute son histoire. 22 milliards de bénéfices, plus 77% des marges que même un dealer de cocaïne trouverait carrément indécentes. Et pourtant, l'action a baissé. Et elle continue d'ailleurs de baisser ce matin en Asie. La même nuit, Netflix a sorti des résultats qu'on va qualifier quand même d'excellents. Moins 9% after close. Et pendant ce temps, une troisième boîte, je vous dirai laquelle à la fin, gardez ça en tête, une troisième boîte a perdu 1000 milliards de dollars de capitalisation. Et en un mois, 1000 milliards, une fois et demi Tesla, pouf, évaporé. Alors soit le marché est devenu fou, soit il est en train de nous dire quelque chose, et je pense que c'est la deuxième option. Restez donc jusqu'au bout, parce que ce qui se passe là, sous la surface, on l'a plus vu depuis 2001. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Alors oui, 2 jours d'absence, je sais, je m'excuse, revenir du Nord canadien, c'est comme sortir d'une position illiquide, on sait quand on entre et pas quand on sort. 2 jours d'avion, un lounge VIP en panne, un jet lag dans les dents, mais me revoilà dans mon studio, et pendant que je me battais avec des bisons et des caribous, le marché a changé les règles du jeu. Ses propres règles. Et croyez-moi, la nouvelle règle, elle est simple, hein. Soit tu fais mieux que la perfection, soit tu dégages. Je suis Thomas Veillet, et nous sommes le 17 juillet 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors commençons par la photo d'hier soir. Le Dow Jones perd 0,2%, autant dire rien. Le S&P 500 moins 1,5%, bof. Et le Nasdaq moins 1,5%. Ouais, vu de loin, c'est une sieste à l'ombre des palmiers avec la tech qui se fait démonter. Vous fermez la vidéo, vous pouvez aller directement à la plage, c'est pas si important que ça. Sauf que si vous grattez la surface, c'était la Bérésina. La Bérésina sur le SOX, l'indice des semi-conducteurs, le trade de l'année, le truc qui devait nous emmener sur Mars. Moins 4,3% hier soir. Deuxième claque d'affilée, et il est maintenant à moins 19,7% en dessous de son record du 22 juin. Le 22 juin cette année, 19,7%. Le bear market officiel, ça commence à 20. Ça, c'est du micro-trading. Là, on fait un pas en avant et on se pète la gueule. Je rappelle au passage qu'on parle de correction boursière lorsqu'un indice ou une action recule de 10 à 20% par rapport à son plus haut précédent. C'est un phénomène relativement courant, souvent perçu comme une simple respiration du marché après une période de hausse. En revanche, qu'on entre dans un bear market lorsque la baisse dépasse les 20% par rapport au précédent, top. Alors là, on change de catégorie. Il ne s'agit plus seulement d'un repli technique, mais d'un véritable retournement de sentiment. Les investisseurs deviennent soudainement beaucoup plus prudents, voire franchement pessimistes. Et la peur prend progressivement le dessus sur l'optimisme. Et puis alors, dans la mémoire, dans le secteur de la mémoire, il ne faut même pas en parler, c'est une boucherie. Micron perdait 5,7%, SanDisk moins 12,5%, Seagate moins 10%, Western Digital moins 9%. C'est plus une correction, c'est une scène de crime, avec les bandes jaunes et tout et tout. Mais le truc vraiment fascinant, c'est que pendant ce massacre, 8 des 11 secteurs du S&P 500 ont terminé dans le vert. La santé, plus 2,2%. Les financières, record historique, deuxième jour de suite. L'indice équipondéré du S&P 500 est carrément en hausse de 1%. 1%. Donc, c'est pas le marché qui est en baisse. C'est le marché qui est en train de déménager. Tout le monde a gagné 100, 150, 200% sur le secteur mémoire et sur les puces depuis le mois de janvier. Tout le monde le sait et tout le monde veut prendre ses bénéfices et tout le monde veut être le premier à se barrer discrètement de la soirée sans faire partie des derniers qui vont devoir ranger la salle et passer le balai. Résultat, l'indice Goldman Sachs des stratégies momentum, oui, ça existe, l'indice Goldman Sachs des stratégies momentum donc a perdu 24% en 15 jours, le pire débouclage depuis 2001. L'année où la bulle Internet rendait l'âme. Gardez cette date en tête, parce qu'on va y revenir. Alors maintenant, on est obligé de parler de l'histoire du jour. Taiwan Semiconductor, TSMC, le fondeur taïwanais, celui qui fabrique les puces de Nvidia, d'Apple
de tout le monde, grosso modo. Hier, ils ont publié un trimestre proprement délirant. Bénéfice net plus 77%, 22 milliards de dollars, et en un trimestre, marge brute au-dessus des 67%. Pour une boîte industrielle, des marges de ce niveau-là, c'est des marges d'une boîte de software pour des gens qui fabriquent des trucs physiques dans l'industrie, dans les usines. Et cerise sur le wafer, ils annoncent qu'ils feront encore mieux le trimestre prochain. C'est un petit peu comme si Usain Bolt battait le record du monde du 100 mètres et terminait sa conférence de presse en disant « Ah ouais, au fait, la semaine prochaine, je passe sous les 8 secondes. » Oui, bon, je sais, Usain Bolt, il court plus, mais je connais pas le nom des nouveaux, alors voilà. Verdict du marché, moins 3,6% à Taïwan ce matin. Pardon ? Alors pourquoi on fusille le premier de classe ? Eh bien parce que TSMC, Taiwan Semiconductor, a aussi annoncé une enveloppe d'investissement relevée à 64 milliards pour l'année 2026, plus 100 milliards directement en Arizona. Et là, Wall Street a sorti la calculatrice. Les 4 plus gros acteurs de l'IA vont cramer plus de 725 milliards de dollars cette année. 725 milliards. Et la question n'est plus est-ce que la demande est là ? Elle l'est, on le sait, les usines tournent 24 heures sur 24. La question c'est qui va payer le retour sur investissement de tout ce béton, de ces câbles, de ces serveurs qui coûtent un bras, remplis de puces qui seront obsolètes dans 3 semaines et qui coûtent l'autre bras. Ça commence à faire beaucoup d'argent foutu en l'air pour pas grand-chose, pour le moment. Et Netflix ? Même tribunal, même verdict. Chiffre d'affaires plus 13%, bénéfices en hausse, la pub qui décolle, l'exécution est tout simplement impeccable. Moins 9% after close. Le crime de Netflix, c'est une guidance pour le trimestre prochain qui est bonne. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas inquiétante, elle est bonne, juste bonne, et pas extraordinairement formidable. C'est l'élève qui ramène des 20 sur 20 depuis des années, et le jour où il rentre avec un 18, toute la famille lui demande ce qui va pas, et il l'emmène chez le psy, pendant que le voisin là-bas, il est en train de fêter tout ça avec un 12. Voilà où on en est sur ce marché. Être excellent, on ne suffit plus. Il faut promettre monts et merveilles avec un supplément crème chantilly, sinon c'est 2 claques et au lit. Et si vous trouvez ça absurde, attendez de voir ce qui se cache sous le capot de l'indice. Parce que là, ça devient carrément flippant. Oui, le S&P 500 fait du surplace depuis un mois, à moins de 2% de son record historique. Électrocardiogramme, électroencéphalogramme sont plats. Est-ce que c'est de la sérénité ? Non, non. L'écart entre la volatilité des actions individuelles et la volatilité de l'indice vient d'atteindre son niveau le plus large jamais enregistré. Jamais enregistré. Et l'indice de dispersion du CBOE à Chicago est au plus haut depuis mars 2020, le mois où tout s'est arrêté pour ceux qui ont la mémoire courte. Alors, traduction pour ceux qui sont au fond de la salle, les actions se font des journées à plus ou moins 10% dans tous les sens, pendant que l'indice, lui, il dort. Parce que quand les semi-conducteurs se font démonter, eh bien, c'est les financières et la santé qui compensent. Et inversement, c'est donc une espèce d'élastique qui se tend entre nos deux mains. Et la dernière fois qu'on a vu ça, c'était l'été 2024, juste avant que le carry trade sur le yen nous pète à la gueule. Donc souvenez-vous bien qu'un électrocardiogramme un peu trop plat, c'est soit la sérénité, soit la mort. Et au centre de l'élastique, il y a Micron. Certains l'appellent désormais l'action la plus importante du marché. C'est le thermomètre officiel du cycle de l'IA. Moins 30% depuis le 22 juin. Et puis alors voilà le détail qui m'a fait recracher mon café ce matin. Il y a CoreWeave, un des plus gros acheteurs de mémoire de la planète, qui étudie des produits dérivés pour se couvrir contre une éventuelle baisse des prix sur la mémoire. Alors réfléchissez 2 secondes. Quand votre plus gros client commence à hedger vos propres prix, c'est qu'il pense que vos prix vont baisser. Alors, c'est pas un vote de confiance, c'est plutôt un préavis de divorce à mon sens. Et puis alors ce matin, c'est donc l'Asie qui a payé l'addition. Le Nikkei se prend 3,6% dans les dents. Et puis alors Kioxia, c'est une boîte de mémoire japonaise, qui perd 16% ce matin. Mais la boîte a perdu la moitié de sa capitalisation boursière en un mois. La moitié! Ça vous rappelle pas des souvenirs, ce genre de choses? Il y a aussi Screen, moins 12, Taiyo Yudan, moins 15. Et le détail savoureux dans tout ça, c'est que la Corée du Sud est fermée ce matin. Jour férié. Donc tous les investisseurs qui voulaient alléger leur exposition coréenne sur la mémoire, eh ben ils se sont défoulés sur Tokyo. Oui, parce que quand on ne peut pas vendre ce qu'on veut, eh bien on vend ce qu'on peut.
Alors, je vous laisse imaginer l'ambiance à Séoul lundi matin à l'ouverture, hein, à moins d'un miracle ce week-end. Oui, parce que le Kospi a déjà rendu près de 30% depuis le mois de juillet. Après avoir fait plus 124% au sommet de sa forme, porté par deux titres, Samsung et Hynix, SK Hynix d'ailleurs, qui au passage vient de perdre 14% hier soir sur son ADR à New York. Une semaine après avoir signé la plus grosse IPO américaine d'une société étrangère de l'histoire. Le timing d'enfer. Chapeau! Alors pour couronner le tout, le régulateur coréen vient d'interdire les nouvelles cotations d'ETF sur les grandes technologies et de relever les dépôts minimums pour les particuliers. Alors moi je dis, quand le régulateur coupe le robinet à levier tout en haut du cycle, c'est pas parce qu'il s'ennuie et qu'il sait pas quoi faire au milieu de l'été, c'est parce qu'il est littéralement en train de se faire dessus. Bon, maintenant, parlons taux d'intérêt. Oui, parce que c'est là que ça pique encore et toujours. Cette semaine, on a eu un CPI sage, un PPI sage. Et pendant 48 heures, le marché s'est dit « Chouette, la Fed va pouvoir souffler ». Et puis, Lori Logan, présidente de la Fed de Dallas et membre votante, a pris le micro et a expliqué que des taux modestement plus élevés équilibreraient mieux les risques. Résultat, le marché price maintenant 27 points de base de hausse de taux d'ici décembre. En 2026, la question n'est plus quand est-ce que la Fed baissera ses taux pour sauver le solde de la Nasdaq. La question c'est, est-ce qu'elle va les monter pendant que le secteur le plus cher du marché, le plus cher en termes d'évaluation, est en train de se dégonfler. Le fameux Fed Put, cette assurance tout risque qui a bercé toute une génération d'investisseurs, est donc parti en vacances et visiblement, il n'a pas laissé d'adresse. Ah oui, puis alors, pendant ce temps-là, le yen est à 162, son pire niveau en 40 ans. Et l'or qui signe sa pire semaine depuis juin, une guerre dans le Golfe, un pétrole en fusion, et l'or baisse. Cherchez l'erreur. Il n'y en a pas. Des taux plus hauts plus longtemps, c'est du poison pour un actif qui ne verse pas de coupons, guerre ou pas guerre. Parce que oui, il y a toujours une guerre, figurez-vous. Cette nuit, les États-Unis ont mené leur 6e vague de frappes consécutives contre l'Iran. Bandar Abbas était au menu. Le détroit d'Ormuz est verrouillé, le trafic maritime s'est effondré et Téhéran a trouvé la formule de la semaine. Le détroit d'Ormuz est une ligne rouge invincible. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, Trump, dans son registre habituel de poète du bâtiment, a déclaré « La semaine prochaine, on s'en prendra aux centrales électriques ou aux ponts ». Le Brent a pris 11% sur la semaine, le WTI est en train de tester les 80, la plus forte hausse hebdomadaire depuis le mois d'avril. Et vous savez ce qui est fou dans tout ça? C'est que le marché, il en a rien à foutre. La VIX est à 16,7%, sous sa moyenne historique. 1/5 du pétrole mondial transite par un détroit fermé, 2 pays s'échangent des missiles depuis 10 jours à gogo, et Wall Street est plus stressé par la guidance de Netflix que par l'explosion imminente du Moyen-Orient. Oui, c'est la désensibilisation des marchés version 2026, comme pour le rhume des foins. À force de crier au loup, le marché a rangé la guerre dans la case bruit de fond. Il parie sur le scénario où tout finira par s'arranger. Trump veut du pétrole pas cher avant les midterms, l'Iran veut ses avoirs gelés dans ses comptes bancaires à eux, et historiquement, c'est le pari le plus rentable, si ça finit vraiment par s'arranger. Et puis alors, pour pimenter la soirée, Trump a accusé la Chine en allocution nationale d'avoir volé les fichiers électoraux de 220 millions d'Américains en 2020, enquête FBI, menace de retirer leur licence aux chaînes qui refusaient de diffuser le discours de Trump. À 4 mois des midterms, c'est un sacré hasard du calendrier. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Non. Est-ce que les futurs ont baissé pendant l'allocution de Trump hier soir? Oui. Et maintenant, alors, parlons de la boîte du début de cette émission, de cette vidéo, celle qui a perdu 1000 milliards en un mois. Vous savez qui c'est? Ouais, vous l'avez. Bah oui, évidemment, c'est SpaceX. L'action a clôturé hier soir à 131,11 $. C'est sous son prix d'IPO qui était, je vous le rappelle, à 135 pour la première fois depuis la cotation du 12 juin. 5e séance de baisse consécutive. Au top, la boîte valait 2680 milliards de dollars. Aujourd'hui, 1740. 1000 milliards de dollars, pouf, évaporés. C'est 1,5 fois la valeur de Tesla. Et hier soir, cerise sur la fusée, le 13e vol test de Starship a été annulé à la dernière minute. Alors ça, un problème de booster. Le numéro 13 porte-bonheur, c'était visiblement juste pour paraître optimiste. Alors, est-ce que c'est grave qu'une action soit sous son prix d'IPO? Statistiquement, pas forcément. 44% des grosses IPO se traitent généralement sous leur prix d'introduction,
3 ans plus tard. Meta avait même perdu 54% après son IPO de 2012, avant de faire plus 1700%, on s'en souvient. Mais il y a 2 vrais trucs à surveiller. 2. Tout d'abord, le flottant ne représente que 4% du capital. Et début août, les insiders pourront commencer à vendre. Un mur d'offres au-dessus d'un marché déjà très nerveux. Et en 2, toute la thèse, les milliers de lancements, Starlink V3, le calcul IA en orbite, la Lune, Mars, jouer à Toy Story avec des vraies fusées, repose sur un engin qui hier soir n'a même pas décollé. Alors quand on paye 1700 milliards de valorisation pour un futur, on aimerait bien au moins que le futur allume ses moteurs. Katie Wood, elle, bien sûr, elle achète sur faiblesse. Et évidemment, certains rituels sont immuables, et quelque part, c'est rassurant. Ou alors pas du tout. Alors, on va résumer pour ceux qui, comme moi, reviennent de très loin ou reviennent de vacances. On a un marché qui punit les résultats records, une Fed qui envisage de monter ses taux, un 5e du pétrole mondial coincé derrière une ligne rouge, un président qui rejoue l'élection de 2020 entre 2 frappes aériennes, un SOX à 1% du bear market et un VIX qui dort à 16,7% comme si de rien n'était. L'élastique est tendu comme jamais. Et littéralement, les données de dispersion nous le disent. Et chaque intervenant est persuadé qu'il aura le temps de sortir, de lâcher la barre avant les autres. C'est toujours comme ça que ça se passe, toujours. Personne ne sait quand est-ce que l'élastique va claquer, ni dans quel sens il va partir. La seule certitude, c'est que plus il est tendu, moins la sortie est ordonnée. Le SOX joue son bear market officiel dès ce soir, Starship retente sa chance dans quelques jours, et à la semaine prochaine, Alphabet et Tesla vont ouvrir le bal des gros résultats, des gros géants. Alors abonnez-vous, activez la cloche parce que ça va secouer, et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, histoire d'exciter l'algo YouTube, et moi je vous retrouve lundi. Et pour ceux qui ne peuvent pas attendre lundi, demain matin, retour du Swiss Bliss sur la chaîne Swissquote en français. Excellent week-end à toutes et à tous, ou alors à demain. Moi, je retourne réapprendre à vivre avec du Wi-Fi qui a du débit. Content de vous retrouver depuis l'autre côté de l'Atlantique. Et encore merci à tous les Canadiens qui m'ont proposé lunch, café, meeting et autres activités plutôt fun. Malheureusement, c'était un peu dédié à la famille et le temps passe trop vite. Mais comme disait l'autre, I'll be back du côté de la Gaspésie. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.